Quand j'avais 27 ans, je travaillais dans un bureau à San Francisco. J'étais bon dans mon travail et mon avenir semblait prometteur. Je n'avais pas de famille, mais j'étais satisfait. Le samedi, je ne travaillais pas, alors je naviguais avec mon petit bateau dans la baie de San Francisco. Un samedi après-midi, je suis allé plus loin que d'habitude. Un vent fort a poussé mon bateau hors de la baie et dans l'océan Pacifique. J'étais bloqué et je n'avais aucun espoir de revenir. Cette nuit-là, alors que je pensais que tout était perdu, un petit navire britannique m'a repéré et m'a sauvé. Le navire se dirigeait vers Londres. Le voyage jusqu'à Londres fut long et difficile, avec de nombreuses tempêtes en cours de route. Pour payer mon passage, j'ai travaillé comme marin sur le navire. Lorsque nous sommes arrivés à Londres, mes vêtements étaient usés et sales, et je n'avais qu'$1 en poche. J'ai utilisé ce dollar pour acheter de la nourriture et un abri pour une journée. Mais après cela, je n'avais plus rien. J'ai passé la journée suivante sans manger ni dormir. Le matin suivant, vers 10 heures, je marchais dans Portland Place. J'ai vu un enfant manger une grosse poire. L'enfant en a pris une bouchée, puis a jeté le reste dans la rue. J'avais tellement faim que je ne pouvais pas détourner les yeux. Je voulais ramasser la poire, mais chaque fois que j'essayais, quelqu'un passait, et j'avais trop honte. J'ai continué à attendre, essayant encore et encore, mais les gens semblaient toujours me remarquer. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai décidé que je prendrais la poire, peu importe qui me verrait. Juste au moment où j'étais sur le point de le faire, un homme a ouvert une fenêtre derrière moi et a appelé « Entrez, je vous prie ». Un domestique en tenue élégante a ouvert la porte et m'a conduit dans une grande pièce. À l'intérieur, 2 messieurs âgés étaient assis, plongés dans une conversation. Leur petit déjeuner était encore sur la table, et je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. J'avais tellement faim. Ce que je ne savais pas, à ce moment-là, c'est que ces 2 messieurs avaient fait un pari plusieurs jours auparavant. Je ne l'apprendrai que bien plus tard. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Partie 2. Le pari étrange. Les 2 vieux messieurs étaient frères. Et depuis des jours, ils se disputaient sur une idée étrange. Pour trancher leur débat, ils décidèrent de faire un pari, comme cela arrive souvent en Angleterre. Le sujet de leur pari était assez inhabituel. La Banque d'Angleterre avait récemment imprimé 2 billets de banque, valant chacun 1 million de livres pour un accord spécial avec un pays étranger. L'un des billets avait été utilisé, mais l'autre
autre était resté à la banque. Le frère A dit au frère B : « Si un étranger pauvre, honnête et intelligent arrive à Londres avec seulement ce billet de 1 million de livres, il mourra de faim. Personne ne croira que ce billet lui appartient et ils penseront qu'il l'a volé. S'il essaie de l'utiliser, on appellera la police. » Le frère B n'était pas d'accord. « Je ne pense pas. Je crois que cet homme pourrait survivre 30 jours sans être arrêté, même avec un billet aussi gros. » Le frère A répondit : « Faisons-en un pari. Je parie 20 000 livres qu'il n'y arrivera pas. » Le frère B accepta. Le frère A se rendit alors à la banque, acheta le billet de 1 million de livres et prépara une lettre. Les deux frères s'assirent près de leur fenêtre, attendant de trouver l'homme parfait pour leur expérience. Ils cherchaient quelqu'un de pauvre, honnête, intelligent et étranger à Londres. Ils virent de nombreuses personnes passer. Certaines avaient l'air honnêtes, mais pas intelligentes. D'autres semblaient intelligentes, mais pas honnêtes. Certaines étaient honnêtes et intelligentes, mais pas pauvres. Et quelques-unes répondaient aux 3 critères, mais elles n'étaient pas étrangères. Puis, ils me virent. Ils m'appelèrent et me demandèrent de raconter mon histoire. Après l'avoir entendue, ils décidèrent que j'étais la personne idéale pour leur pari. Ils me tendirent une enveloppe et dirent : « Vous êtes l'homme que nous attendions. » J'étais perplexe et leur demandais des explications. L'un d'eux me tendit l'enveloppe en disant : « Ne l'ouvrez pas ici. Allez dans votre chambre d'hôtel et lisez-la attentivement. » Je voulais en discuter davantage, mais ils refusèrent. Je quittai la maison, contrarié, pensant qu'ils se moquaient de moi. En m'éloignant, je cherchais la poire que l'enfant avait jetée, mais elle avait disparu. Frustré et en colère, j'ouvris finalement l'enveloppe loin de leur maison. À l'intérieur, je trouvai un billet de banque, mais je ne pris pas le temps de lire leurs lettres. J'avais trop faim pour penser à autre chose. Je courus au restaurant le plus proche et commandai un énorme repas. Au moment de payer, je sortis l'enveloppe. En regardant le billet de banque, mon cœur faillit s'arrêter. C'était un billet de 1 million de livres. Je n'en croyais pas mes yeux. Le propriétaire du restaurant l'avait remarqué aussi. Il fixa le billet, aussi choqué que moi. Je le lui tendis en disant : « S'il vous plaît, donnez-moi la monnaie. » Le propriétaire, confus, s'excusa plusieurs fois. « Je suis vraiment désolé, monsieur, mais je ne peux pas rendre la monnaie sur ce billet. Je n'ai pas cette somme. » J'insistais, mais je dois payer mon repas. Le propriétaire hésita, puis sourit nerveusement. « Ce n'est rien, monsieur. Vous pouvez manger ici quand vous voulez.
et vous n'avez pas à payer tant que cela vous convient. Je vois que vous êtes un homme très riche qui aime jouer des tours en s'habillant comme un pauvre. Revenez quand vous le souhaitez. » J'étais stupéfait, mais ne dis rien. Je quittai le restaurant, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Partie 3. La lettre. Après avoir quitté le restaurant, je me précipitai vers la maison des deux messieurs. Je voulais leur parler de l'erreur qu'ils avaient commise. Mes mains tremblaient lorsque je frappais à la porte. Le même domestique qu'auparavant vint ouvrir. « Je dois voir les deux messieurs, » dis-je avec anxiété. « Ils ne sont pas là, » répondit le domestique. « Pas là ? Où sont-ils allés ? » « Ils sont partis en voyage, » dit-il. « Où ça ? » demandai-je. « Sur le continent, je crois. »« Quand reviendront-ils ? » ?»« Dans environ 1 mois, » dit-il nonchalamment. « 1 mois ? » m'exclamai-je. « C'est une affaire sérieuse. Je dois leur parler dès que possible. » Le domestique haussa les épaules. « Je suis désolé, monsieur. Je ne sais pas comment les joindre. Le reste de leur famille est également absent, certains en Égypte, d'autres en Inde. Je me sentais frustré et désespéré. S'il vous plaît, dites-leur que je suis venu ici pour corriger une erreur. Dites-leur que je reviendrai demain. » Le domestique acquiesça. « Je leur ferai savoir, mais je doute qu'ils rentrent ce soir. » « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Tout est en ordre. Ils vous recevront à leur retour. » Je quittai la maison, confus et accablé. Mes pensées tourbillonnaient, et je n'arrivais pas à comprendre ce que le domestique m'avait dit. Puis, je me rappelai de la lettre qu'il m'avait pas donnée. Je la sortis et la lus enfin. « Vous êtes un homme intelligent et honnête. Vous êtes aussi pauvre et un étranger. Dans cette enveloppe, vous trouverez de l'argent. Il est à vous pour une durée de 30 jours. À la fin de ces 30 jours, revenez à cette maison. J'ai fait un pari sur vous. Si je gagne, vous pourrez obtenir n'importe quel emploi que vous désirez avec le salaire de votre choix. » Il n'y avait ni nom, ni date, ni adresse sur la lettre. Comme c'était étrange. Je m'assis sur un banc dans un parc pour réfléchir. Que devais-je faire ? Plus j'y pensais, plus je devenais confus. Les deux messieurs jouaient clairement un jeu avec moi, mais je ne comprenais pas les règles. Si j'essayais de rendre le billet à la Banque d'Angleterre, ils me poseraient trop de questions. Si je disais la vérité, personne ne me croirait, et on risquerait de m'envoyer dans un asile. Si je mentais, je risquerais d'être arrêté et jeté en prison. Je ne pouvais même pas donner le billet à quelqu'un d'autre. Aucune personne honnête n'oserait le prendre. Il n'y avait qu'une seule solution. Je devais garder le billet pendant les 30 jours entiers.
Je devais le protéger avec soin et m'assurer qu'il ne se perde pas. Si j'aidais le monsieur à gagner son pari, il m'avait promis que je pourrais obtenir n'importe quel emploi avec un gros salaire. L'idée d'un avenir sûr et d'un bon emploi me remplissait d'excitation. Avec ce nouveau plan en tête, je me levai et commençai à marcher dans les rues animées de Londres, ressentant un mélange étrange d'espoir et de nervosité. Partie 4. Chez le tailleur. Pendant des jours, je passais devant une boutique de tailleur, regardant les beaux vêtements exposés en vitrine. Je mourais d'envie d'entrer et d'acheter quelque chose de neuf. Mais le billet de 1 million de livres dans ma poche était inutile. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais utiliser pour payer quoi que ce soit. Après être passé devant la boutique 6 fois, je rassemblai enfin le courage d'entrer. Je m'approchai d'un homme et demandai à voix basse : « Avez-vous des costumes anciens ou invendus ? Quelque chose que personne d'autre ne voudrait acheter ?» L'homme me regarda bizarrement, mais hocha la tête et fit signe à un autre employé. Le deuxième homme acquiesça également et dit : « Un moment, s'il vous plaît. » Au bout d'un moment, il me conduisit dans une pièce à l'arrière, remplie de vêtements démodés et peu attrayants. Il choisit le pire costume du lot et me le tendit. Il était usé et mal ajusté, mais je ne me plaignis pas. J'avais besoin d'un costume et c'était mieux que rien. Au moment de payer, j'hésitais et dis : « Pourriez-vous attendre quelques jours pour l'argent ? Je n'ai pas de petite monnaie sur moi pour l'instant. » L'homme leva un sourcil. « Pas de petite monnaie ? Je pensais qu'un homme comme vous aurait des grosses coupures. » En souriant, je répondis : « On ne peut pas juger un homme à ses vêtements. Je peux payer, mais seulement si vous pouvez rendre la monnaie sur un billet très important. » « Bien sûr, nous pouvons gérer cela, » dit-il avec assurance. Je lui tendis le billet d'1 million de livres. Il le prit avec un sourire, mais dès qu'il en lut le montant, son sourire disparut. Le propriétaire du magasin remarqua et s'approcha. « Que se passe-t-il ? » demanda-t-il. L'employé balbutia : « Pas de problème, monsieur, mais regardez le billet. » Le propriétaire l'examina, puis me fixa, les yeux écarquillés. Il regarda le costume usé que je portais et s'écria : « Todd, imbécile, comment as-tu pu vendre ce vieux costume à un millionnaire ? Ne vois-tu pas la différence entre un homme riche et un homme pauvre ? » Se tournant vers moi, le propriétaire s'inclina profondément. « Je suis terriblement désolé, monsieur. Laissez-moi réparer cela. Enlevez ces vêtements affreux et laissez-nous les remplacer par quelque chose de convenable. » Avant que je puisse dire un mot, il attrapa une belle chemise et un costume sur mesure et insista pour que je les mette. « Voilà qui est bien mieux pour vous, monsieur. Simple mais élégant. »
Je le remerciai, mais il n'avait pas fini. « Oh, attendez de voir ce que nous pouvons faire pour vous. » Il appela un employé avec un carnet et un stylo et commença à me mesurer de la tête aux pieds. Il ordonna à son équipe de préparer des costumes sur mesure, des chemises, des manteaux et d'autres vêtements. Costumes de jour, costumes de soirée. Nous ferons tout ce dont vous avez besoin, déclara-t-il. Mais monsieur, l'interrompis-je, je ne peux accepter cela que si vous changez mon billet ou accepter d'attendre un moment avant que je paie. Attendre ? Bien sûr, j'attendrai. Prenez tout ce que vous voulez et payez quand cela vous conviendra. Todd envoie tout cela à l'adresse du monsieur immédiatement. Que les clients moins importants attendent. Lorsqu'il me demanda mon adresse, j'hésitai et dis « Je suis en train de déménager. Je reviendrai bientôt pour vous donner ma nouvelle adresse. » « Bien sûr, monsieur. C'est parfait, » dit-il en s'inclinant à nouveau. « Bonne journée, monsieur. » Il me raccompagna jusqu'à la porte avec grand respect. En sortant, je ne pus m'empêcher de rire en pensant à la manière dont mes vêtements usés et le billet de 1 million de livres avaient transformé ma journée. Partie 5. Le millionnaire pauvre. Quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai pu acheter tout ce que je voulais sans dépenser un seul sou. Chaque fois que je montrais mon billet de banque et demandais de la monnaie, la même chose se passait. Personne ne pouvait le changer. Pourtant, j'obtenais tout ce dont j'avais besoin, des nécessités de base aux articles de luxe. Je m'installais dans un hôtel chic à Hanover Square et y dînais la plupart des soirs. Mais pour le petit déjeuner, je retournais toujours au petit restaurant de Harris. C'était le premier endroit où j'avais mangé après avoir reçu le billet de banque d'1 million de livres. Et j'y ressentais un lien spécial. La nouvelle de mon histoire et de mon billet inhabituel se répandit dans tout Londres. Les gens commencèrent à fréquenter le restaurant de Harris simplement parce que j'y mangeais. Et l'établissement devint célèbre. Harris était ravi de cet afflux soudain de clients. Je menais la vie d'un homme riche et important. C'était comme un rêve. Mais au fond de moi, je me rappelais que ce rêve prendrait fin dès que les deux gentlemen reviendraient à Londres. À ce moment-là, tout changerait. Mon histoire devint un sujet brûlant dans les journaux. Tout le monde en ville parlait du millionnaire pauvre qui portait un billet d'1 million de livres dans sa poche. Même un magazine populaire publia un dessin humoristique de moi en couverture. Les gens me suivèrent partout, curieux de voir ce que j'allais faire ou dire. Parfois, pour m'amuser, je portais mes vieux vêtements. Les commerçants me regardaient alors avec pitié, pensant que je n'étais qu'un pauvre homme. Mais quand je sortais le billet, leur attitude changeait instantanément. C'était amusant à observer. Après 10 jours à Londres,
je décidai de rendre visite à l'ambassadeur américain. Il fut ravi de me rencontrer et m'invita à un dîner ce soir-là. Au cours de notre conversation, il mentionna qu'il avait connu mon père lorsqu'ils étudiaient ensemble à l'université de Yale. Il me dit même que j'étais le bienvenu chez lui à tout moment. Avoir un ami aussi influent me réconfortait. Je pensais en moi-même. J'aurais besoin de quelqu'un comme lui quand la vérité sur le billet et le pari éclatera. Je veux aussi que vous, lecteurs, sachiez que je prévoyais de rembourser tous ceux qui m'avaient vendu des marchandises à crédit. Si je gagnais le pari pour les deux gentlemen, ils m'avaient promis un poste important avec un salaire élevé. J'avais décidé d'utiliser mon premier salaire annuel pour rembourser chaque commerçant qui m'avait fait confiance. Partie 6. Le dîner. Il y avait 14 personnes au dîner. Parmi elles se trouvaient le duc et la duchesse de Shoreditch, leur fille Lady Grace Eleanor, le comte et la comtesse de Newgate, Lord et Lady Blaskett, l'ambassadeur américain avec sa femme et sa fille, ainsi que quelques autres invités. Une invitée attira mon attention, une belle jeune femme nommée Portia Langham. Elle avait 22 ans et je tombai instantanément amoureux d'elle. À ma grande surprise, elle semblait ressentir la même chose pour moi. Au cours de la soirée, le majordome introduisit un autre invité, Monsieur Lloyd Hastings. Dès que Lloyd me vit, il s'exclama « Je vous connais ». « Oui, probablement », répondis-je. « Attendez, vous êtes le millionnaire avec le billet d'1 million de livres ?»« C'est bien moi, » dis-je en souriant. « Eh bien, c'est incroyable. Vous êtes Henry Adams de San Francisco, n'est-ce pas ? Il y a 6 mois, vous travailliez au bureau de Blake Hopkins avec un petit salaire. Le soir, vous m'aidiez à organiser les papiers de la Golden Curry Mining Company. Et maintenant, regardez-vous, un millionnaire et une célébrité à Londres. Je ris. Cela me surprend aussi, Lloyd. Il y a 3 mois, j'étais encore à San Francisco. Oui, je me souviens de la dernière fois où nous avons travaillé ensemble. Nous sommes même allés tard dans la nuit au restaurant What Cheer pour un steak et un café. Vous travaillez si dur sur ces documents miniers, dit Lloyd, ému. Je m'en souviens, dis-je. Vous m'aviez demandé de venir à Londres pour aider à vendre des actions de la mine Golden Curry, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas quitter mon travail à l'époque. Et vous aviez raison, Henry. C'est impossible de vendre ces actions à Londres. Mon plan a échoué, et maintenant je suis ruiné, dit Lloyd tristement. Ne vous inquiétez pas. Après le dîner, vous me raconterez tout. Je vous aiderai du mieux que je pourrai, répondis-je. Lloyd hocha la tête, soulagé. L'heure du dîner arriva, mais en raison du système de préséance anglais, il n'y eut pas de repas. Le duc voulait s'asseoir à la tête de la table.
tout comme l'ambassadeur américain. Puisqu'aucun des deux ne voulait céder sa place, nous n'eûmes rien à manger, sauf un petit plat de sardines et une fraise. J'appris plus tard que les Anglais mangent souvent avant de tels dîners pour ne pas avoir faim. Après cela, le groupe joua à un jeu de cartes appelé cribbage. Les Anglais ne jouent jamais pour le plaisir. Ils jouent toujours pour gagner. Mais je m'intéressais peu au jeu. Mon attention était entièrement tournée vers Portia. Pendant que nous jouions, je me penchai vers elle et lui dis « Mademoiselle Langham, je vous aime. » Elle sourit et répondit doucement « Monsieur Adams, je vous aime aussi. » Ce moment rendit la soirée inoubliable. Nous rîmes, parlâmes et partageâmes des histoires. Je lui racontai tout sur ma situation étrange, depuis la façon dont j'avais obtenu le billet d'1 million de livres jusqu'au Paris avec les 2 gentlemen. Elle trouva l'histoire hilarante et rit tellement que je me mis à sourire moi aussi. Je lui expliquai également mes plans. J'ai besoin d'un bon travail, avec un gros salaire pour rembourser mes dettes. Portia, voulez-vous m'accompagner lorsque je rencontrerai ces 2 gentlemen? Elle sourit encore une fois. Bien sûr, Henry. Si je peux vous aider, je le ferai. Vous ferez bien plus que m'aider, dis-je. Vous êtes si merveilleuse qu'avec vous à mes côtés, ils ne pourront rien me refuser. Partie 7. Une idée à $1 million. Après le dîner, je retournai à l'hôtel avec Lloyd Hastings. Il n'arrêtait pas de parler de ses problèmes, mais je l'écoutais à peine. Mon esprit était rempli de pensées pour Portia. Je ne pouvais penser à rien d'autre. Lorsque nous arrivâmes à l'hôtel, Lloyd s'arrêta, émerveillé. « Cet hôtel est incroyable. C'est comme un palais. Regardez ces meubles. Vous avez tout ce dont vous pourriez rêver. Henry, vous êtes riche, et moi, je suis ruiné, dit-il tristement. Ces mots me glacèrent le sang. Je n'étais pas riche du tout. En fait, j'étais sans un sou, avec des dettes qui s'accumulaient. Gagner le pari des 2 gentlemen était ma seule chance de tout arranger. Mais Hastings ne savait rien de tout cela. « Henry, dit Lloyd, la voix tremblante, une petite partie de votre fortune pourrait me sauver. Je suis désespéré. » « Lloyd, asseyez-vous, dis-je en lui tendant un verre de whisky chaud. Racontez-moi votre histoire, dans les moindres détails. Vous voulez vraiment l'entendre encore une fois? Je vous l'ai déjà raconté en venant ici. Je n'ai pas entendu un seul mot, avouai-je. Henry, ça va? Vous avez l'air distrait. Avez-vous trop bu au dîner? Oh, Lloyd, je suis amoureux, dis-je en soupirant. Je ne peux penser à rien d'autre qu'à Portia. Voilà pourquoi je n'ai rien entendu. Lloyd éclata de rire en me serrant la main. Eh bien, je suis heureux pour vous, Henry. Vraiment heureux. Maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire à nouveau. Il se réinstalla
et commença à expliquer sa situation. En résumé, les propriétaires de la mine d'or Golden Curry l'avaient envoyé en Angleterre pour vendre des actions de la mine pour un montant de 1 million de dollars. Tout ce qu'il réussirait à obtenir au-delà de cette somme serait pour lui. Le rêve de Lloyd était de vendre les actions pour plus d'1 million de dollars et de devenir riche. Mais il n'avait qu'1 mois pour les vendre. Et jusqu'à présent, personne à Londres ne s'y intéressait. Soudain, Lloyd sauta de sa chaise, les yeux brillants d'excitation. « Henry, vous pouvez m'aider. Vous voulez bien ? » « Comment puis-je vous aider ? » demandai-je. « Donnez-moi 1 million de dollars et je vous vendrai toutes les actions. Vous deviendrez propriétaire de la mine d'or. Ne me refusez pas, Henry. » J'hésitais, incertain de la réponse à donner. Je ne pouvais pas lui révéler la vérité sur ma situation. Puis, une idée ingénieuse me vint à l'esprit. Je pris un moment pour y réfléchir, puis dis calmement « Lloyd, je vais vous sauver. »« Vous le ferez ?» demanda Lloyd, son visage s'illuminant. « Alors je suis déjà sauvé. Comment pourrais-je jamais vous remercier ? » « Laissez-moi finir, dis-je. Je ne vais pas vous sauver en achetant les actions, mais j'ai un meilleur plan. Je connais la valeur de cette mine et je sais comment vous aider à vendre les actions. Utilisez mon nom pour garantir la mine. Les gens à Londres me font confiance. Si vous leur dites que je suis impliqué, ils croiront que la mine vaut la peine d'être investie. En 1 ou 2 semaines, vous vendrez toutes les actions, probablement pour 3 millions de dollars. Ensuite, nous partagerons les profits, moitié pour vous, moitié pour moi. Le visage de Lloyd s'illumina de joie. Il se leva, riant et dansant dans la pièce. « Votre nom, Henry, c'est la clé. Les riches de Londres vont se précipiter pour acheter ces actions. Je suis sauvé et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Partie 8. Retour à Portland Place. Le lendemain, tout Londres parlait des actions de la mine d'or de Californie. Je restais à l'hôtel et chaque fois qu'on me demandait, je répondais « Oui, je connais M. Hastings. C'est un homme honnête et je connais bien la mine. Elle a une valeur incroyable. » Cela rendait les gens impatients d'acheter les actions. Le soir, je passais du temps avec Portia, chez l'ambassadeur américain. Je ne lui parlais ni des actions, ni de l'argent. C'était une surprise. Nous ne parlions que de notre amour et de nos rêves pour l'avenir. Enfin, la fin du mois arriva. Des gens riches de tout Londres avaient acheté des actions. Et je possédais maintenant une fortune, 1 million de dollars bien en sécurité sur mon compte bancaire. Hastings avait la même somme. Il était temps de rencontrer les 2 gentlemen et de régler le pari. Je mis mes plus beaux vêtements et allai chercher Portia. En chemin vers Portland Place, nous parlâmes du travail que je pourrais obtenir. Portia
Tu es tellement ravissante. Quand ils te verront, ils me donneront n'importe quel poste avec le salaire que je demanderai. Henri, ne demande pas trop, sinon nous risquons de n'avoir rien du tout, dit-elle doucement. Ne t'inquiète pas, ma chérie, la rassurai-je. À notre arrivée, le même domestique ouvrit la porte. Les deux gentlemen étaient là, prenant le thé. Ils furent surpris de voir Portia, et je la présentai. Puis je pris la parole. « Messieurs, je suis ici pour vous faire mon rapport. »« Nous sommes ravis de l'entendre, » dit l'un d'eux. « Maintenant, nous pouvons régler le pari que mon frère Abel et moi avons fait. Si vous avez réussi, vous pouvez avoir n'importe quel poste en mon pouvoir. » Je tendis le billet de banque d'1 million de livres. « Le voici, monsieur. »« J'ai gagné !» s'écria-t-il. « Qu'en dis-tu, Abel ? » Je dis qu'il a survécu et que j'ai perdu 2000 livres, répondit Abel en secouant la tête. Je n'arrive pas à y croire. Il y a plus, dis-je. Mais c'est une longue histoire pour une autre fois. Pour l'instant, regardez ceci. Je leur tendis un certificat de dépôt de 200 000 livres. Qu'est-ce que c'est ? C'est le mien, dis-je. Je l'ai gagné en utilisant le billet de banque que vous m'avez prêté. Les deux hommes étaient stupéfaits. Portia me regarda, les yeux grands ouverts de surprise. « Henri, est-ce vraiment ton argent ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ? » Je ne l'ai pas fait, avouai-je, mais j'espère que tu me pardonneras. Je n'en suis pas si sûre, taquina-t-elle. Portia, c'était juste pour s'amuser, dis-je. Allez, partons. Mais avant que nous puissions partir, l'un des gentlemen intervint. Attendez, je veux toujours vous offrir le poste et le salaire de votre choix. Merci, dis-je, mais je n'ai plus besoin du poste. Portia sourit et dit « Henri, tu ne l'as pas remercié correctement. Laisse-moi le faire pour toi. » À ma grande surprise, elle s'approcha du gentleman, s'assit sur ses genoux et l'embrassa sur la joue. Les deux gentlemen éclatèrent de rire. Je restai là, perplexe. « Papa, » dit Portia, « Henri ne veut pas de ton poste. Il ne veut que moi. »« Attends, c'est ton père ?» demandai-je, stupéfait. « Oui, » répondit-elle en souriant. « C'est mon beau-père. Maintenant, comprends-tu pourquoi j'ai tant ri quand tu m'as raconté ton histoire ? » Je me tournai vers son père. « Monsieur, je retire ce que j'ai dit. Il y a un poste que je veux. »« Et lequel ? » demanda-t-il. « Je veux le poste de votre gendre. »« Eh bien, dit-il en riant. « Mais vous n'avez jamais occupé ce poste auparavant. Êtes-vous sûr d'être qualifié ? » « Essayez-moi, dis-je en souriant, pour 30 ou 40 ans. » Sur ce, il me donna sa bénédiction, et Portia et moi n'aurions pas pu être plus heureux.
il n'y a pas assez de mots pour décrire la joie que nous ressentions. Quand l'histoire du billet de banque d'1 million de livres se répandit dans tout Londres, les gens n'en revenaient pas. Le père de Portia retourna le billet à la Banque d'Angleterre, où il fut annulé. Comme cadeau de mariage, il nous le rendit. Nous l'encadrâmes et l'accrochâmes au mur de notre nouvelle maison. Chaque fois que les gens nous posaient des questions à ce sujet, je répondais « Ce billet d'1 million de livres n'a acheté qu'une seule chose dans toute sa vie, la chose la plus précieuse au monde, ma Portia. »